Je fais juste. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, bienvenue à tous pour ce café numérique de la fin octobre, du 24 octobre 2024. Et on va parler de la sécurité en ligne, la cybersécurité en bibliothèque en général. Et pour commencer, on va parler on va faire un petit quiz. Alors d'abord, on va se présenter, hein, l'un après l'autre. Donc moi, c'est Raphaël Cantello, je suis médiateur numérique à la Bibliothèque d'Alsace. Je passe la parole à Zoé. Alors moi, c'est Zoé Bossard et je suis médiatrice numérique à la Bibliothèque d'Alsace. Et je Stéphane? laisse Ouais, Stéphane. vas-y, excuse-moi. Non, vas-y Stéphane. Ah oui, oui, donc moi je suis Stéphane Dangel et chef de projet numérique. Effectivement, la cybersécurité, la sécurité en ligne sont des sujets qui nous intéressent, euh, qu'on aura l'occasion aussi de développer dans certains modules avancés de nos outils que l'on prépare de lutte contre l'électronisme. Alors, certains outils, on va dire de niveau avancé, mais pas seulement, aussi de niveau débutant aussi, hein. Il y a différents niveaux on va dire, de problèmes de sécurité selon les usages que l'on a. Même si on est expert en usage numérique, on n'est pas à l'abri de problèmes. Et peut-être que donc on a avec nous Lucie Kremer à Betschdorf, qui est médiatrice, et Joëlle Buch, qui est médiatrice. Merci beaucoup d'assister à ce café numérique avec nous. Donc on va aborder différents points. Il y aura les bases de la cybersécurité, l'importance de l'information à la cybersécurité dans les lieux publics, la sécurité des mots de passe, la protection de la vie privée en ligne, la sécurité des transactions en ligne, que faire en bibliothèque pour la sécurité en ligne, la gestion des cyberharcèlements en milieu bibliothécaire et l'éthique et la sécurité dans la recherche en ligne. Voilà. On sera disponible, bien sûr, si vous regardez cette vidéo en replay, comme on dit, pour des questions éventuelles. Euh, voilà. Donc là, on va commencer par un petit quiz. Donc les gens qui sont là vont pouvoir répondre. Euh, c'est un quiz qui a été créé pour le Cybermois, qui est une démarche nationale autour de la sécurité en ligne et qui a lieu en octobre. Donc à la bibliothèque, à la CEA, la collectivité urbaine d'Alsace, on en parle aussi. Et tous les organismes nationaux concernant la sécurité en ligne font des démarches autour de ça. Ce test, c'est un test qui est plutôt à destination des familles. Et donc, qui permet de tester les réflexes à un niveau, à un premier niveau. Donc, toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui, que ce soit bien clair, ça s'adresse à tous, ça s'adresse aux points lecture, ça s'adresse aux bibliothèques, ça s'adresse aux médiathèques. Ce sont des réalités qui sont vraies pour tous, aussi bien une grande bibliothèque, une grande médiathèque qui aurait un service informatique, qui dépendrait d'une commune qui a un service informatique, que des gens qui ont moins l'habitude. Alors, première question. Quel appareil pourriez-vous contrôler par Internet? Alors, il y a plusieurs solutions. Un thermostat de chauffage, un parapluie, un lave-linge ou des volets électriques, sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, est-ce que certains d'entre vous voudraient répondre? A, C et D. Donc un thermostat de chauffage, un lave-linge, des volets électriques. Eh bien, c'est bien ça, effectivement. Alors, parapluie, on n'est pas à l'abri d'avoir un jour des parapluies qui seront pilotables à distance, mais effectivement, tout ça est contrôlable par Internet. Donc, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la domotique. Et
des choses qui doivent être, qui peuvent être contrôlées en réseau. Question suivante. Je reçois un SMS m'indiquant que mon colis est bloqué à la douane alors que je n'attends rien. Comment réagir? Réponse A, je clique et je fonce. Réponse B, j'appelle ma mère. Réponse C, je me renseigne auprès de l'organisme concerné. Réponse D, je bloque et je signale au 33 70. Alors, la proposition pour le quiz, c'était C et D. On peut effectivement se renseigner auprès de l'organisme concerné, sachant qu'après, ça peut être une réponse aussi. Si c'est un mail pirate, on peut essayer de vous balader, de vous raconter n'importe quoi. Et sinon, la sécurité, ce serait de bloquer et de signaler au 33 70. Le 33 70 étant une plateforme qui vous permet de, de signaler des tentatives de piratage de cet ordre-là. Selon vous, à quoi sert un antivirus? Réponse A, à ne pas tomber malade. Réponse B, à vous protéger contre le vol ou la destruction d'informations. Réponse C, à rien. Réponse B, bien sûr, ouais, à vous protéger contre le vol ou la destruction d'informations. Donc c'est important, on va aborder la question au cours de ce café numérique. C'est pas forcément évident de suivre l'actualité des antivirus. Zoé va nous en parler. Euh, pour créer un mot de passe robuste, j'utilise des informations personnelles comme une date de naissance, un prénom, un nom. Réponse B, 12 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Réponse C, des suites de caractères, AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou réponse D, la règle des premières lettres de la chanson ou de mon film préféré. Alors, effectivement, ouais, il y a eu la réponse B et la réponse D. 12 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. La plupart des sites, de toute façon, vous encouragent, enfin, bloquent, hein, si on ne crée pas de mot de passe de cet ordre-là. Et la règle des premières lettres de la chanson ou de mon film préféré, pour s'en souvenir, ça peut être intéressant. On verra qu'il y a pas mal de de bonnes idées qu'on pense être bonnes, par exemple noter ses mots de passe dans un fichier, dans son webmail, etc. C'est pas bon, hein. Il faut pas noter son mot de passe quelque part où c'est accessible en ligne, ça ne va pas coller. Voilà, après ces quatre questions qui nous ont permis de faire le point, enfin d'aborder toutes ces questions, on va passer à la slide suivante. Et donc là, je passe la parole à Zoé. Excusez-moi, j'avais pas remis mon micro. Alors, du coup, les bases de la cybersécurité comprennent les menaces courantes et sont protégées. Donc déjà, revenir sur ce qu'est la cybersécurité. Donc la cybersécurité consiste à protéger les systèmes, les réseaux, les données contre les attaques malveillantes. Aujourd'hui, avec l'augmentation des menaces en ligne, la cybersécurité est cruciale pour préserver notre vie privée et la sécurité de nos informations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de menace? Donc les principales, hein, il y a le virus. Donc qu'est-ce qu'un virus? C'est une application malveillante ou un logiciel utilisé pour utiliser une activité destructrice sur un appareil ou un réseau local et voire de dérober des informations personnelles qu'il contient. Voilà. Du coup, après, il y a le malware. Donc, celui-ci, il englobe tous les logiciels malveillants qui se déguisent en logiciels légitimes. Donc, il est assez difficile à déceler. Et du coup, il intervient dans le but de nuire à l'utilisateur de l'ordinateur. C'est une forme de cyberattaque qui a voilà, pour objectif de voler aussi les données personnelles et professionnelles, et notamment financières ou commerciales. Voilà. Ensuite, on a le phishing ou l'hameçonnage.
C'est une technique, enfin c'est une technique, une forme d'escroquerie aussi sur Internet. Du coup là, le fraudeur, il se fait passer pour un organisme que vous connaissez. Il envoie un mail vous demandant généralement des, euh, des données personnelles et ensuite il arrive à vous coincer comme ça. Il vous demande de mettre à jour, de confirmer les données avec en acceptant des choses. Voilà, et du coup il prend notamment les coordonnées bancaires. Et ensuite on a le ransomware. Du coup, lui, il s'appelle aussi en français le rançongiciel. Donc, comme son nom l'indique, c'est un type d'attaque informatique qui bloque l'accès à l'appareil ou aux données et qui exige un paiement d'une rançon en échange du rétablissement de l'accès. Et aujourd'hui, il est considéré comme étant l'une des cybermenaces les plus plébiscitées par les cybercriminels. Donc voilà pour les grandes types, enfin, les grands types de menaces, ouais. Et ensuite, du coup, on va parler des bonnes pratiques en cybersécurité. On y reviendra aussi un petit peu plus tard, notamment sur les mots de passe. Euh, Utiliser les mots de passe forts et uniques pour chaque site. Et on peut, si on a peur d'oublier, utiliser un gestionnaire de mots de passe pour les gérer. Donc, comme le disait tout à l'heure Raphaël, ne pas utiliser des choses en ligne, style un fichier mail ou quelque chose. Mais vraiment, il y a des gestionnaires de mots de passe pour gérer tous ces mots de passe. Ensuite, il faut aussi penser également aux mises à jour en gardant les logiciels et systèmes d'exploitation pour corriger les vulnérabilités. Et on parle aussi des antivirus et des pare-feux. Il est important d'installer 1, 2, 3, pardon, des logiciels sécurisés et surtout de les maintenir à jour pour protéger les appareils. Et ensuite, pour finir, il faut évidemment faire des sauvegardes régulières. Ça peut être sur des outils annexes type clé USB, disque dur, pour éviter de perdre ces données-là en cas d'attaque. Voilà pour les bases de la cybersécurité. Et ensuite, on passe à l'importance de la cybersécurité dans les lieux publics, donc notamment le lieu public qui nous intéresse, c'est les bibliothèques. Donc comme on le sait, les lieux publics sont un environnement ouvert et accessible. Ils accueillent un large éventail d'usagers allant des enfants à l'adulte. Et du coup, cela crée un environnement propice aux risques de sécurité. Et beaucoup de données personnelles sont en jeu, puisque dans ces espaces, des informations personnelles peuvent être collectées comme des noms, des adresses, des données de contact. Et donc, une mauvaise gestion de ces informations en ligne peuvent entraîner des violations de la vie privée. Donc, pour pallier à ça, il est important que ces lieux publics soient acteurs de l'information aux cyberattaques, à tout ça, en organisant notamment, on pense beaucoup hein, aux ateliers et aux formations. Donc, organiser des ateliers pour enseigner aux usagers, jeunes comme adultes, comme seniors, en fait, toute personne utilisant Internet euh, en en les mobilisant sur comment naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Et cela permet de leur donner des outils nécessaires pour se défendre si jamais attaque il y a en ligne. Donc voilà, on trouve pas mal de ressources maintenant pour réaliser ces ateliers et ces formations. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Et ensuite, il est aussi important d'avoir une bonne politique de sécurité dans les lieux publics. Donc on pense notamment avec la mise en place de protocoles où les établissements doivent établir des politiques claires concernant l'utilisation des technologies et la gestion des informations personnelles. Et du coup, cela inclut des règles sur la confidentialité, la sécurité des données, mais c'est important de mettre au clair sur les personnes qui vont venir utiliser
les, les outils numériques. Et ensuite, on contrôle également l'accès aux ressources numériques euh, avec les systèmes de sécurité pour contrôler ces accès-là aux ordinateurs et aux réseaux, garantissant, hein, avec des guillemets, ainsi que seules les personnes autorisées peuvent accéder à ces informations sensibles. Voilà, c'est aussi important pour les lieux publics, notamment les bibliothèques, de mettre en place ces politiques de sécurité-là. Et maintenant, on va passer à la suite. Et donc là, il s'agit on va revenir sur les mots de passe. Alors, les mots de passe, c'est particulièrement important. Et en bibliothèque, le bibliothécaire, quand il allume son ordinateur et qu'il va se servir de son logiciel de prêt, c'est une des premières choses qu'il fait, c'est il rentre son mot de passe. Et donc la sécurité des mots de passe, c'est particulièrement important. C'est un outil de gestion, c'est un rôle fondamental. Il protège tous les comptes, il protège les informations personnelles, les informations professionnelles. Et un mot de passe faible peut conduire à des violations de données et à des pertes financières. Selon une étude, environ 80% des violations de données sont liées à des mots de passe faibles ou compromis. Un bon mot de passe, sa caractéristique, c'est sa longueur. Il doit comporter au moins 12 à 16 caractères. Il doit avoir une forme de complexité. Par exemple, on peut utiliser un mélange de lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Par exemple, on peut très bien, pendant longtemps, on plaisantait sur le fait que un mot de passe faible, c'était le mot password ou mot de passe. Et bien, si on écrit password avec un P majuscule, un A arrobase, un O qui est un zéro et un point d'exclamation, finalement, ça complexifie beaucoup le mot de passe qui s'appelle password. Bon, après, maintenant, je vous déconseille d'utiliser cette idée-là, mais c'est pour illustrer. Et donc, password écrit comme ça est bien meilleur que password 1, 2, 3. Et il y a aussi une caractéristique qui est importante, c'est l'unicité. Chaque compte doit avoir un mot de passe unique et ne jamais réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Parce que si un de vos comptes est compromis, le pirate peut se servir de ce mot de passe pour entrer sur vos autres comptes. Et aussi, attention à ne pas mélanger mot de passe professionnel et mot de passe personnel, parce que vous pourriez avoir de sacrés ennuis. Les meilleures pratiques pour créer des mots de passe, c'est utiliser des phrases de passe, comme créer des phrases comme des combinaisons de mots et de chiffres qui sont faciles à mémoriser, mais difficiles à deviner. Par exemple, mon chat adore manger, 1, 2, 3, mais avec des majuscules, des minuscules, des A en forme d'arrobase, voilà, et puis vous vous rappellerez de cette phrase-là. Évitez les informations personnelles, pardon. N'utilisez pas des informations facilement accessibles, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, comme votre nom, votre date de naissance ou le nom de votre animal de compagnie. Changez régulièrement vos mots de passe. Dans certaines collectivités, on doit changer de mot de passe tous les mois, hein, voilà. Changez régulièrement vos mots de passe. Mettez à jour vos mots de passe tous les 3 à 6 mois pour renforcer la sécurité. Alors c'est vrai que c'est exigeant, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est important. Gestion des mots de passe, utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ces outils peuvent stocker et générer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Alors ça, c'est donc des logiciels, ce qu'on appelait auparavant des programmes ou des applications qui permettent de créer des mots de passe forts. Alors, comme exemple, je peux vous donner LastPass, OnePassword ou Bitwarden. Une chose importante maintenant, de plus en plus, on vous propose d'activer une authentification à 2 facteurs. Ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que vous tapez un mot de passe, mais on vous demande de confirmer cette connexion sur un téléphone portable ou par mail. Alors attention, là il y a une problématique qui s'ajoute, c'est-à-dire que on vous déconseille d'utiliser des appareils personnels dans le cadre professionnel.
Tout dépend de la politique informatique de votre collectivité. Et on peut sauvegarder des mots de passe. Si on utilise un gestionnaire, on peut s'assurer d'avoir une méthode de sauvegarde en cas de perte d'accès. Enfin, voilà, c'est important parce que si jamais vous avez un gestionnaire de mots de passe et que c'est le gestionnaire qui se souvient des mots de passe à votre place, mais que vous avez un problème informatique et que vous perdez, vous êtes obligé de réinstaller le logiciel, il faut avoir une sauvegarde pour garder ces mots de passe. Voilà. Alors, on a complètement oublié de vous demander s'il y avait des questions déjà jusque-là, Ou euh, des ou des compléments. remarques. Ouais. Moi, je peux pas les voir, alors tu dis Raphaël, Ouais. sinon on enchaîne. Attends. Alors, Stéphane. Ah, donc, alors, Lucie disait que ça va, c'est clair. Et Stéphane, tout à l'heure, nous partageait un MOOC sur la cybersécurité. Et aussi complétait à propos des nombreux objets connectés utilisés à la maison ou par des entreprises ne sont pas protégés par des mots de passe ou alors les gens n'ont pas changé le mot de passe par défaut de l'appareil. Rien que par une recherche sur Google, on peut accéder aux images en direct de caméras de surveillance non protégées par un mot de passe. Effectivement, c'est des problématiques. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en bibliothèque, ce genre d'objet connecté, c'est quand même moins courant, à ma connaissance, mais c'est une problématique supplémentaire dans la vie quotidienne et un point de réflexion et de documentation. Ok. Ok, bah du coup, on enchaîne. Merci pour les remarques. On enchaîne avec la protection de la vie privée en ligne, avec les réseaux sociaux et les données personnelles, le cyberharcèlement, qui est très présent maintenant de nos jours. Comment le reconnaître et le prévenir? Du coup, on va déjà faire un tour sur l'importance de la vie privée avec l'essor des réseaux sociaux aujourd'hui. On a tous en tête que nos informations personnelles sont plus accessibles que jamais. Donc protéger notre vie privée est essentiel pour éviter les abus et les atteintes à notre réputation. Ça inclut ça inclut tout, des informations de contact aux photos et aux opinions partagées, hein. On a aussi les opinions politiques maintenant qui sont énormément partagées en ligne à la vue de tous. Et bien garder en tête qu'une fois en ligne, ces données peuvent être difficiles, voire, dans la plupart des cas, impossibles à supprimer. Donc voilà, c'était juste le petit rappel pour remettre dans le contexte. Donc la gestion des données personnelles sur les réseaux sociaux, donc on a les paramètres de confidentialité qui sont quand même là sur, enfin, obligatoires sur tous les sites et qui offrent des options de confidentialité. Il est crucial de les configurer pour limiter l'accès aux informations personnelles. C'est très important de le faire, notamment sur les réseaux sociaux. Et ensuite, la réflexion avant de publier. Avant de partager un contenu, on se demande si ça pourrait être utilisé contre nous. Éviter de publier des informations sensibles comme l'adresse ou le numéro de téléphone. Alors on voit beaucoup aussi maintenant le partage en direct des lieux avec une petite photo ou un petit selfie de où nous sommes sur le moment. Et en fait, on a complètement oublié qu'on a mis l'adresse sur X site et que du coup, c'est très facile aussi maintenant pour les cambrioleurs de savoir qu'on n'est pas chez nous à ce moment-là et que la maison est vide. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Et donc ça, c'était pour le petit exemple. Et ensuite, il faut faire une revue régulière de nos amis et nos abonnés, faire le tri assez régulièrement dans nos contacts pour s'assurer que seules les personnes de confiance qu'on connaît réellement ont accès à nos publications. Il faut aussi bien garder en tête que bah, nos amis aussi peuvent se faire pirater leur compte
et que sans s'en rendre compte, en fait, c'est plus le très bon copain du collège qu'on a en ami, mais en fait, voilà, il s'est fait pirater, on n'a pas vu passer l'info et c'est une toute autre personne qui a accès maintenant à nos données. Donc voilà, c'est important de faire assez régulièrement ce tri-là. Et donc après, pour reconnaître le cyberharcèlement, donc juste la petite définition du cyberharcèlement, il consiste à harceler une personne par le biais de moyens numériques comme les réseaux sociaux, les messages, les textes ou enfin les messages textes pardon, et les forums. Voilà, donc les signes, c'est tout simplement des messages menaçants, des commentaires humiliants, des diffusions de rumeurs en ligne, des diffusions de vidéos en ligne sur la personne sans son consentement. Et bien sûr, si on constate une montée de l'hostilité en ligne, il est important de prendre cela assez vite au sérieux parce que ça peut aller extrêmement vite. En quelques heures, voilà, la réputation peut être mise à mal très fortement. Donc c'est important de prendre ça assez au sérieux. Et donc pour prévenir le cyberharcèlement, il est important de faire une éducation et sensibilisation. Donc on en revient tout à l'heure aussi à l'importance d'en parler dans les lieux publics, comme hein, c'est toujours là qu'on regroupe le plus de mixité de personnes, donner de l'information et informer les autres sur ce qu'est le cyberharcèlement et comment y faire face. Là aussi, il y a beaucoup de programmes éducatifs pardon, qui peuvent aider à sensibiliser les jeunes et on trouve aussi beaucoup de supports de communication. On signale bien évidemment les abus, enfin, il y a les plateformes de réseaux sociaux qui offrent des options pour signaler le harcèlement. Il faut surtout pas rester silencieux et signaler les comportements inappropriés. Et on met là aussi, c'est très important dans les lieux publics de créer un environnement de soutien et d'écoute, inciter le public à parler aux adultes de confiance. Et avoir un bon environnement d'écoute, c'est, je dirais, essentiel pour faire face au cyberharcèlement parce que dans 90% des cas, l'harcelé n'ira pas parler pour X raisons, souvent la honte. Donc mettre cet environnement, c'est essentiel. Voilà pour le cyberharcèlement. Je vais passer la parole à Raphaël. Concernant la sécurité des transactions en ligne, achats et banque, et c'est une question en fait qui touche les usagers et les bibliothèques, hein, la plupart du temps, les commandes passent par des plateformes, pour les collectivités, des plateformes sécurisées. Bah, il peut arriver effectivement qu'on partage des RIB, des questions. Ça concerne aussi bien le bibliothécaire que l'usager. Donc l'importance de la sécurité des transactions en ligne, c'est de plus en plus de personnes effectuent les achats et gèrent leurs finances en ligne, et ça rend la sécurité de ces transactions euh, euh, susceptible d'être piratée, d'être fraudée. Donc la nécessité de protéger ces données personnelles est primordiale. Les violations peuvent entraîner des pertes financières, une atteinte à la réputation et même des vols d'identité. Il est important d'utiliser des sites d'achat sécurisés et vérifier que l'URL, donc l'URL c'est l'adresse qui apparaît en haut dans la barre de connexion quand on va sur Internet. Donc vous tapez l'adresse 3W, etc. Ça doit commencer bien par https deux points slash slash donc https, c'est important, et qu'il y a un cadenas dans la barre d'adresse, donc la barre en haut du navigateur. Euh, et ce petit cadenas apparaisse. Pour les moyens de paiement sécurisés, il faut préférer les cartes de crédit ou les services de paiement en ligne comme PayPal qui offrent des protections supplémentaires en cas de fraude. Éviter les connexions publiques. Donc,
ne réalisez jamais d'achat en ligne lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Donc le Wi-Fi, c'est la connexion à Internet sans branchement filaire. Donc quand vous êtes par exemple dans un restaurant, dans un fast-food, pour ne pas le citer, vous pouvez vous brancher à un Wi-Fi public. On vous propose de vous connecter au nom de l'enseigne. C'est ça un Wi-Fi public. Et ces réseaux peuvent être particulièrement vulnérables. Et donc pour reconnaître les arnaques en ligne, il y a le fameux phishing. Il faut être vigilant face aux emails et aux messages qui prétendent provenir de votre banque ou d'un site d'achat. Et il faut toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur et éviter de cliquer sur des liens suspects. L'adresse de l'expéditeur dans votre mail, elle apparaît. Il y a votre mail qui apparaît en haut, puisque vous l'avez reçu, et en dessous, il y a l'adresse de l'expéditeur. Et la plupart du temps, rien qu'en regardant l'adresse de l'expéditeur, on se rend compte du fait que ça ne vient pas de votre banque, et votre banque vous le répète suffisamment. Euh, ils ne vont pas vous écrire pour vous demander d'envoyer des codes, de confirmer ce genre de choses. Les procédures sont plus sécurisées et passent par la messagerie sécurisée dans votre application de la banque, mais certainement pas par des mails de ce genre-là. Et donc pour prévenir, ah oui, et puis aussi les offres trop belles pour être vraies. Si on vous écrit pour vous dire que vous avez hérité d'1 million d'euros de la part d'un prince nigérian, bon ça c'est un exemple amusant, mais qui date d'il y a très longtemps, ça ne se fait plus trop. Mais méfiez-vous, quand l'offre est trop belle pour être vraie, la plupart du temps, c'est qu'elle cache des arnaques. Donc, pour prévenir les fraudes, on vous encourage à éduquer et à sensibiliser, à s'informer, à sensibiliser le public sur les meilleures pratiques de sécurité en ligne. Et pour signaler les fraudes, si vous êtes victime d'une fraude, signalez-les immédiatement à votre banque et aux autorités compétentes, et en l'occurrence au 33 700. Et n'hésitez pas, moi je veux un exemple, mes parents, hein, qui ont l'âge d'être mes parents, qui eux avaient un doute et puis ils sont allés à la gendarmerie et voilà, donc ils ont déclaré une tentative de fraude comme ça. Voilà. Sinon, l'importance de l'éducation, donc on peut... attends. Euh, voilà, pour moi, c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on continue? Phishing, avec le micro, c'est mieux. Le phishing, ça m'est arrivé dans le cadre du boulot. J'ai reçu un mail en fait de quelqu'un, d'une personne de la médiathèque de la Bouilloire à Markolsheim. À mon retour de vacances, c'était noyé dans mes autres mails, donc dans 200 mails. Et en fait, il y avait un fichier à l'intérieur. Donc j'avais bien vérifié l'adresse mail. J'ai eu le bon réflexe comme vous l'avez indiqué. L'adresse mail était la bonne. Simplement, le fichier était tout claqué et j'ai cliqué sur le fichier. Donc, je me suis fait lamentablement avoir et ce qui m'a bloqué mon PC pendant 3 jours et où j'ai pleuré en me disant ah, mon Dieu, j'ai foutu la CEA par terre parce que j'ai cliqué sur un mail de phishing. Raphaël s'en souvient bien, j'étais très mal. Mais en fait, on dit toujours qu'on sait qu'on a les bons réflexes, mais c'est tellement pernicieux que j'avais beau le savoir, j'avais beau avoir les bons réflexes, eh ben, je me suis fait avoir comme une bleue. Donc voilà. Bah, ils sont tellement plus pointus, etc., que ça devient très très compliqué hein, de les reconnaître et de les Mm, déceler. Hein. De toute façon, ouais. Donc, ça arrive même aux meilleurs, hein, comme on dit. Moi, ça m'est Mais du, meilleur, arrivé je sais aussi. pas, mais en tout cas, à quelqu'un d'averti quand même plus tôt, quoi. mais du coup, le réflexe a été le bon, c'était de signaler à la DSI, donc le Oui, service informatique, qui a bloqué, qui a traité la question, et il n'y a oui. pas eu de problème. Donc le Non, réflexe a sur été ce le bon. coup-là, Et, il n'y a pas eu de euh, problème. et parfois, les, les- la- la- on a parfois tendance à se dire, oh, ça va bien se passer. Alors,
il peut y avoir des usagers qui peuvent être dans cette approche-là. Il ne faut pas hésiter à tout de suite dire, et puis même si on est engagé dans un, dans une mauvaise démarche, d'avoir donné des données ou d'avoir été piraté, ben, il n'est jamais trop tard, entre guillemets, pour régler le problème, quoi. Mm. Voilà. Mais oui, oui, il y a toujours des solutions. Il y a aussi beaucoup l'exemple en ce moment du message qui se promène où c'est écrit dans un texto, hein, Maman, j'ai cassé mon téléphone, est-ce que tu peux me rappeler sur ce numéro-là? Ouais. Donc moi, ma mère l'a reçu, hein, et notamment, donc elle a eu le très bon réflexe de nous envoyer un message sur le groupe WhatsApp familial, lequel de mes 3 enfants m'a envoyé ce texto? Et on a tous répondu, bah aucun. Et ce qui est extrême, donc là, elle aurait très bien pu se faire avoir si elle avait eu Mm. qu'un seul enfant, hein. Enfin, Ouais. maman, rappelle-moi, etc. Et alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que récemment, j'ai une copine qui a quand même un enfant de 6 mois et qui a reçu ce même texto et qui m'a envoyé une capture d'écran qui a dit, bah dis donc, Joy, elle est un peu précoce parce qu'à 6 mois, elle m'envoie déjà des textos pour me dire qu'elle a perdu son téléphone ou cassé, je sais plus. Donc voilà, pour le coup, c'est assez rigolo, mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que malheureusement, bah, celui-là, il marche bien, quoi. Ouais. Parce que c'est quelque chose de totalement plausible, en fait. Donc Et voilà, juste pour dire que de toute façon, ils savent faire, quoi. mm. Voilà, on continue du coup avec quoi faire en bibliothèque pour la sécurité en ligne. Donc ça reprend, on va un petit peu plus creuser ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que du coup, notamment les bibliothèques jouent un rôle crucial dans la promotion de la sécurité en ligne en éduquant les usagers et en assurant une utilisation sécurisée des espaces publics en fournissant des supports d'accompagnement. Donc on a notamment l'éducation des usagers, l'importance de l'éducation sur la sécurité en ligne, c'est essentiel pour protéger contre les fraudes et les cybermenaces. Et ça permet de renforcer aussi leur autonomie et leur confiance dans l'utilisation des technologies. Donc la confiance en eux et la confiance des adultes aussi envers les adolescents là. Et on peut très bien faire des ateliers sur la sécurité en ligne, organiser des ateliers réguliers pour renseigner, donc là, aux ados, aux adultes, aux seniors, euh, sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, sur la prévention des fraudes, également informer les usagers sur les types de fraudes courantes, donc un peu comme on vient de le faire, comme le phishing et les arnaques en ligne, en leur donnant les outils pour les éviter. Même si, comme on le disait, hein, ça évolue constamment, donc c'est des ateliers qu'il faut faire assez régulièrement. Et en plus, plus on en parle, plus voilà, on est là-dedans. Et ensuite, on a aussi la possibilité hein, de faire des ateliers EMI, donc éducation aux médias et à l'information, intégrer des éléments d'éducation aux médias dans des ateliers afin d'éduquer de façon ludique les usagers à mieux comprendre l'information en ligne et à développer surtout un esprit critique face à tout ça. Donc voilà ce qu'on peut faire en bibliothèque pour l'éducation. Après, ce qu'on peut faire sur l'utilisation sécurisée des espaces publics, donc notamment avec le Wi-Fi en bibliothèque, puisqu'elles offrent souvent un accès Wi-Fi. Ça comporte, c'est pratique, mais ça comporte des risques. Il est important aussi d'éduquer les usagers sur l'importance d'utiliser un VPN pour sécuriser leur connexion et éviter de se connecter à des sites sensibles comme les comptes bancaires sur les réseaux publics. Plutôt faire ça sur leur réseau privé. Et Est-ce que, est-ce que, ensuite, est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer ce que c'est un VPN? alors un VPN, c'est, on va dire, c'est ce qui permet Alors, je sais pas si je vais utiliser les bons mots pour l'expliquer, mais c'est ce qui permet de se connecter à Internet de Tout manière simplement. sécurisée. Très bien. C'est Voilà. c'est tout. Je sais que des fois ça peut paraître obscur, mais en fait c'est un peu tout bête d'utiliser un VPN. Et ensuite, du coup, on a sur l'utilisation des ordinateurs en bibliothèque qui sont mis
position, 1, 2, 3, pardon, qui doivent être sécurisés par des logiciels sécurisés. Et les utilisateurs doivent être informés de l'importance de se déconnecter, surtout très important, à leur compte une fois qu'ils se sont connectés après l'utilisation, du coup, pour éviter de sauvegarder des informations sensibles sur les ordinateurs publics. On le voit aussi pas mal, nous, un exemple assez bête, mais avec les casques réalité virtuelle pour se connecter à leur compte quand ils achètent des jeux, enfin quand les bibliothèques achètent des jeux avec leur compte. Voilà, on met bien le point sur le fait qu'ils doivent se déconnecter après chaque utilisation à l'ordinateur pour pas que la bibliothèque d'après se connecte, etc. Donc là, c'est pas, on va dire, c'est pas méchant, hein, c'est un exemple gentil où voilà, c'est entre bibliothèques et c'est juste sur des jeux. Mais si la personne décide de se connecter à son réseau social préféré sur l'ordinateur de la bibliothèque et qui ne se déconnecte pas, la personne d'après peut avoir accès à toutes ces données. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, pour complémenter tout ça, Raphaël nous a fait une petite interview de Armel Bonne, qui travaille pas mal sur le numérique en bibliothèque. Et du coup, on va vous partager son témoignage. Alors, je vais juste mettre le son et je vais lancer la vidéo. Vous me dites si vous entendez bien. Bonjour Armel, je te laisse te présenter Le son, c'est OK? Ah, bah, Oui, c'est oui, OK, non? oui, oui, Ouais, oui, OK. oui, pour Merci. les participants à ce café numérique. Bonjour, alors je suis Armelle Pone et je suis médiatrice culturelle et numérique à la Vallée de Münster, à la médiathèque de la Vallée de Münster. Voilà. Alors donc, on t'a appelé pour que tu puisses un peu nous parler de ton expérience de bibliothécaire et de médiatrice numérique autour de la cybersécurité en bibliothèque. Et tu as participé à l'organisation d'animations autour de la cybersécurité dans ta bibliothèque. Et je voulais savoir comment tu avais opéré, comment tu avais fonctionné. Alors oui, en effet, on a déjà fait des ateliers autour de la cybersécurité et en fait, on faisait appel aux conseillers numériques de France Service qui venaient animer des ateliers numériques et qui venaient parler de la cybersécurité, donc notamment les sites Internet, comment vérifier qu'ils ce soient bien des sites sécurisés, pour tout ce qui est opérations bancaires, pour tout ce qui est mot de passe, des choses comme ça, quoi. Il expliquait tout ça et puis il donnait des petits conseils pour ne pas se faire avoir. Alors, quelle durée, comment ça fonctionnait? C'était des ateliers de 2 heures que généralement on faisait le mardi en fin de journée pour que parce que bon, c'est plutôt un public adulte qui était concerné, donc pour que le public adulte puisse venir. Donc généralement, on faisait ça de 18h à 20h. Sur inscription? Sur inscription, et donc Franck, le conseiller donc à l'époque, préparait un petit PDF et puis à chaque fois, à chaque slide, il expliquait en plus, il répondait aux questions s'il y avait des questions. Voilà. Quelle jauge, à ton sens, pour être efficace, pour qu'il y ait suffisamment de monde, pour que ce soit vivant et pas trop pour qu'on puisse répondre aux questions? Écoute, je crois que nous, on limitait quand même à une dizaine de personnes, hein, pour que ce soit quand même qu'il y ait quand même du partage aussi et que ce soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de monde non plus. Le partenariat entre la bibliothèque et France Service, il était informel ou il y avait une convention ou quelque chose de cet ordre-là? Oui, il y avait une convention. Donc, effectivement, je parle au passé parce qu'en fait, notre conseiller est parti à la retraite. Donc, pour le moment, le poste est en recrutement, mais on aura certainement quelqu'un à nouveau. Donc, il faut savoir qu'à Münster, il y a une maison France Service et il y a un conseiller numérique qui intervient dans cette maison. Et du coup, il venait à la médiathèque très régulièrement. Et ensuite, à la fin, on avait décidé qu'il interviendrait 2 fois par mois. Voilà. Très bien. Autre question.
s'agirait, par exemple, au niveau de l'accès à des postes. Est-ce que c'est possible à Münster? Est-ce que les Alors, usagers peuvent accéder à des postes? on a effectivement 5 postes en libre accès. Pour le moment, les usagers doivent s'inscrire chez nous. Il y a une charte numérique aussi. Donc, de toute façon, avant 7 ans, il faut qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure. Ils n'ont pas le droit d'aller sur les ordinateurs tout seuls. Et ensuite, pour le moment, donc chez nous, ils sont limités à 1 heure et c'est nous qui devons nous déplacer et leur dire attention, l'heure est passée, il faut arrêter, etc. Mais on va bientôt passer par un logiciel, enfin par web kiosque, où en fait l'usager sera obligé de se connecter avec son compte médiathèque et au bout d'1 heure, il sera éjecté automatiquement du site internet ou de ce qu'il faisait, de l'ordinateur. Et ce sera en fait en fonction aussi de l'âge, évidemment, renseigné de l'usager. Donc, il ne pourra pas avoir accès à tout si c'est un usager qui a, je ne sais pas, 10 ans ou si c'est quelqu'un qui est majeur, par exemple. Après, en sachant que, évidemment, tout ce qui est site à caractère plus adulte est évidemment interdit chez nous. Il y a un informaticien qui vient très régulièrement aussi, qui a bloqué les accès à des sites voilà, pour adultes, on va dire. Et puisqu'on est quand même dans un lieu public, si jamais il y a des gens qui passent derrière, ça peut quand même poser problème. Hein. Donc voilà, puis, de toute façon, comme dit, on est dans un lieu public, donc c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc voilà. Voilà, je vais me remettre sur le PowerPoint. Hop. Et on en était à la gestion des cyberharcèlements en milieu bibliothécaire. Et je laisse la parole à Raphaël. Voilà. Donc, concernant le cyberharcèlement, il faut retenir, hein, il y a, la même plateforme que pour le harcèlement, c'est le 3018. Et pour signaler un harcèlement, il y a cette plateforme, mais il y a aussi l'approche qu'on peut en avoir en bibliothèque. Euh, Tout dépend aussi de votre charte d'utilisation d'Internet. Il y a des choix qui peuvent être faits aussi, l'accès au poste. Euh, c'est difficile de prohiber, hein, l'usage. Il y a des tranches d'âge qui sont attendues concernant l'usage des réseaux sociaux. Euh, Vous pouvez pas, enfin, un bibliothécaire peut pas dire à un jeune, ah, tu as un compte Facebook, tu dois, votre autorité, elle est, elle est pas prescriptrice, hein, vous n'êtes pas les parents, vous pouvez pas dire, ah, bah, déconnecte-toi, en plus si c'est sur un téléphone, si c'est sur un téléphone personnel, mais en tout cas, les équipes de bibliothécaires peuvent être là pour soutenir et aider par rapport à ces situations de harcèlement, surtout si c'est dans le cadre de la bibliothèque. Donc, il faut établir des politiques claires. Les bibliothèques doivent mettre en place des politiques claires de tolérance zéro envers le cyberharcèlement, définissant clairement les comportements inacceptables et des conséquences associées. Les procédures de signalement, c'est important de pouvoir créer un canal sécurisé anonyme pour que les victimes de cyberharcèlement puissent signaler des incidents sans crainte de représailles. Euh, Ensuite, d'avoir les références, les endroits dans lesquels on peut et aussi accompagner pour un soutien psychologique, offrir un soutien aux victimes par le biais de services internes ou en collaboration avec des professionnels extérieurs, avec les limites que ça suppose, hein. Euh, les bibliothécaires ne sont pas psychologues et ne sont pas policiers, mais en tout cas, d'être attentif à ça, on ne peut pas botter en touche. Et puis, faire un suivi aussi des incidents. Euh, et la bibliothèque doit en tout cas promouvoir un environnement sûr, créer une culture de respect, encourager un climat de respect et d'inclusion où ce serait valorisé. Et peut-être en cela
insister sur les chartes de bonne conduite, en particulier auprès des jeunes. Voilà. Euh, et voilà, c'était les points que je voulais aborder concernant la gestion du cyberharcèlement en bibliothèque. Est-ce que là, il y a des questions ou des remarques? Ou on passe à la suite? Bon, ça va. Ok. Mhm. Alors je continue avec l'éthique et sécurité dans la recherche en ligne, et notamment comment guider les usagers dans l'évaluation et la fiabilité des sources. On passe notamment sur l'importance de l'évaluation des sources, hein, comme on le sait tous avec le contexte numérique actuel. Internet regorge Actuel? d'inf... Oui, j'ai dit quoi? Ah, on Non. t'a perdu. Attends, Ah, allô, on m'a allô? perdu aussi. Ah, Mais moi non, moi je j'entends. t'entends. Moi, non, non, moi j'entends. Ah, bon bah voilà, bah c'est juste J'entends. Raphaël qu'on a perdu. Du coup, pardon, je sais plus où j'en étais. Oui, donc avec le contexte numérique actuel, Internet, comme on le sait, regorge d'informations, mais toutes ne sont pas fiables. Donc les usagers doivent être capables de naviguer on va dire, dans cette mer d'informations en toute sécurité. Donc c'est important de mobiliser le public là-dessus. Les conséquences d'une mauvaise évaluation, notamment utiliser les sources non fiables, peuvent mener à la désinformation, à des décisions basées sur des données incorrectes et à la propagation de fausses informations. On est en plein dedans là avec le avec le festival, des codages, mais c'est important en fait de les mobiliser sur l'importance de l'évaluation des sources et du coup de promouvoir une, culture, de la vérification, hein. C'est vraiment, en bibliothèque aussi que qu'il faut faire tout ça, en encourageant le scepticisme constructif, notamment apprendre aux usagers à être critiques 1, 2, 3, critiques face à l'information qu'ils rencontrent en ligne et tout ça sans tomber dans le cynisme non plus, avec des exemples concrets, en utilisant des exemples d'actualité, heu allô? Oui, Oui, Ah oui, non, on t'a perdu 2 secondes, on t'a mais c'est. perdu, ouais, voilà. je vous vois plus, c'est pour ça, OK. Mhm. Et du coup, tout ça avec des outils et les ressources pour aider les usagers. Donc, on en revient toujours, hein, aux ateliers de formation, en organisant des ateliers pour enseigner aux usagers, comment évaluer la fiabilité des sources, utiliser des études, de cas, pour illustrer, des exemples, de bonnes et de mauvaises pratiques. Aussi en mettant en place, des guides et des fiches pratiques que les usagers peuvent consulter, en résumant les critères d'évaluation et les étapes à suivre pour vérifier une source ou vérifier une image. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place maintenant et leur donner des ressources en ligne, fournir des liens vers des outils en ligne qui aident à évaluer, la fiabilité des sources, comme des vérificateurs de faits et des bases de données, académiques. Voilà et on en revient aussi, aux EMI, hein, mettre en place des ateliers EMI, pour éduquer, de façon ludique, à tout ça. Voilà et en fait, on en vient à la dernière slide qui est la slide, questions. En fait, on en a fini sur cette présentation, pour la sécurité en ligne. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, peut-être des remarques, des... Ouais, Stéphane? Oui, c'est un sujet qu'on va aussi développer dans certains de nos outils à venir, hein. C'est un domaine qu'on appelle l'intelligence open source, ou OSINT, qui permet, sans pirater quoi que ce soit, d'avoir accès à beaucoup de données personnelles des gens.
Par exemple, si je suis en litige avec un artisan et la seule information que j'ai, c'est par exemple le téléphone de son entreprise, sans trop de difficultés, on peut arriver à trouver son adresse personnelle et même son email personnel pour le harceler ou faire des choses pas très gentilles, quoi. Voilà, donc c'est une partie en connexion avec ce qu'on vient de dire et qui fait que notre insu, il y a plein de données nous concernant qui se baladent partout et qui sont accessibles aux gens qui savent comment les chercher. Hmm. Et je vous ai partagé un lien, mais qui est plus dans le chat, mais ça rejoint, c'est un peu différent, mais c'est ce que tu disais, Zoé, dans garder du recul et de l'esprit critique. C'est juste quelques liens donnés par le ministère de l'économie avec des sites sûrs pour décrypter l'information, mais c'est plus sur tout ce qui est fake news et information. Donc c'est un petit peu moins en lien avec la cybersécurité, mais plus corrélé à garder l'esprit critique et à analyser ce qu'on a sous le nez, quoi. Donc je vous ai juste glissé le lien Merci pour le pour le sport. Ouais. merci pour le partage de Mais liens. en complément de tout ce qu'on vient de dire, Zoé qui a été conseillère numérique et moi qui ai qui ai fait des temps de formation en bibliothèque avec en particulier des seniors, je pense quand même que il faut aussi être positif. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, quand on entend tout ça, on a tendance à se dire, même en tant que bibliothécaire, oulala, l'informatique, les mails, c'est flippant. Il y a des outils, il y a moyen de se former, il y a des ressources, euh, et c'est possible de vivre les choses bien, hein, et que ça se passe très bien. Et je pense que on peut retenir ça, que finalement, il y a moyen de vivre les choses en bibliothèque de manière sereine autour de la cybersécurité et que voilà, il faut être attentif, un peu comme au volant d'une voiture. Une balade en voiture peut très bien se passer si on respecte le code de la route et qu'on est attentif. C'est du même ordre. Voilà. D'autres euh, d'autres choses? Écoute, non, c'était vraiment clair, c'était simple, moi qui suis pas toujours bien au fait, ça m'a éclairci 2-3 points et confirmé que je faisais pas trop mauvaise route sur certaines choses, donc c'est cool. Mais c'était très clair. Vraiment, Ok. super. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va J'arrête terminer l'enregistrement. l'enregistrement. Ok. Merci à Euh, tous et à bientôt pour